Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on continue notre série de vidéos sur l'analyse fondamentale des commodités. Depuis la semaine passée, j'ai commencé à revenir sur les bases quand même, voilà, parce que les premières vidéos qu'on a fait sur la chaîne concernant les commodités, voilà, on est parti assez fort. Et donc, je suis revenu sur les bases, voilà. Donc, la semaine passée, on a commencé avec cette première vidéo-là, comment est-ce que le dollar impacte les commodités. Voilà, quand le dollar monte ou lorsqu'il baisse, qu'est-ce qui se passe au niveau des commodités et on a pris l'exemple avec le gold. Mais cela peut être extrapolé aux autres matières premières. Et donc, on avait commencé ici avec cette vidéo sur le gold. Ensuite, on a fait une deuxième vidéo sur le gold, une troisième vidéo sur le pétrole. Et ici, on est revenu sur les bases. J'ai fait une playlist, voilà, dans la partie playlist que vous allez retrouver ici. Analyse fondamentale des matières premières. Quand on parle de commodités, on parle de matières premières, hein, donc n'ayez pas peur quand vous entendez commodités. Et donc, n'hésitez pas à jeter un œil ici. Toutes les vidéos sur les commodités, sur les matières premières que j'ai faites, analyse fondamentale, sont dans cette playlist, hein. Et donc, aujourd'hui, on va continuer notre série de vidéos analyse fondamentale commodité. Et donc, tout de suite, avant de commencer, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle microéconomie des matières premières. Voilà, je sais que tout le monde entend macro, on est habitué à ce qu'on appelle la macroéconomie et tout. J'ai voulu revenir sur quelques bases de la microéconomie des matières premières parce que c'est très important. C'est quoi la différence entre la micro et la macro? Alors, les notions microéconomiques analysent les mécanismes de formation des prix, vous voyez, à partir des décisions individuelles ou sectorielles. Par exemple, on va cibler une seule entreprise ou on va cibler une seule filière. Par exemple, on va parler du cuivre, on va vouloir analyser le cuivre, peut-être l'aluminium, et cetera. On va cibler des mines en particulier ou on va cibler les pays producteurs, vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses en global, on va vraiment étudier certaines métriques, les métriques qui forment les prix, voilà. Tout ce qui est mécanisme de formation du prix, c'est ce qu'on appelle la micro. C'est-à-dire qu'on va vraiment aux éléments les plus petits, voilà, qui permettent de former les prix. Les éléments qui participent au mécanisme de formation des prix. Alors qu'en macro, est-ce que tout le monde connaît, on vient du forex et tout, on parle de macro et tout. La macro, on va analyser plutôt l'économie en entier. On va parler de croissance, inflation globale, politique monétaire, fiscale, taux de change, etc. Et donc, ce qui va différencier la micro de la macro, c'est que la micro, on va vraiment étudier les éléments qui forment les prix, voilà, les mécanismes de formation des prix. Je parle de matières premières ici, hein. On va partir en détail, étudier chaque élément. Par exemple, de base, on sait que tout ce qui est offre et demande, c'est ce qui est à la base de la formation des prix. Vous voyez, donc ça, c'est un élément microéconomique. Et donc, c'est ce que j'ai mis ici, les réactions d'offre et de demande face au prix. Comment est-ce que l'offre et la demande vont réagir par rapport au prix qui augmente ou qui baisse, etc. Vous voyez. Et donc, quand on commence à parler de ces différents éléments-là, on fait de la microéconomie et pas de la macroéconomie. Et donc, quelques éléments assez essentiels pour l'analyse fondamentale des matières premières. Voilà, quelques éléments microéconomiques assez essentiels. C'est ce qu'on appelle la capacité de production d'une entreprise ou d'un pays. Voilà, si tu as une entreprise qui gère massivement, par exemple, la production d'une matière première et tout, bon, on va la cibler pour étudier différents éléments de cette entreprise pour essayer de se positionner sur cette matière première-là. Donc, c'est ce qu'on appelle capacité de production, la substituabilité entre produits. On observe ça beaucoup entre deux matières premières qu'on peut substituer. Par exemple, quand je vais prendre l'exemple du platine et du palladium parce que c'est assez courant. Quand tu as le platine qui explose, par exemple, au prix, quand tu as le prix qui explose, ça devient cher, vous voyez. Donc, les gens seront plus réticents maintenant à acheter le platine, vous voyez, alors qu'on peut le remplacer par le palladium. Et donc, on va plutôt se tourner vers ce palladium-là. Et donc, il y a ce qu'on appelle l'effet substituabilité entre produits. Ça peut lifter aussi. C'est-à-dire quand un produit devient cher, vous allez voir que généralement, je parle de commodités matières premières, hein, vous allez voir que généralement les éléments qu'on peut prendre pour le substituer vont aussi flamber à la hausse. Ça, on va parler un peu plus tard. En fait, dans cette vidéo, je vais plutôt mettre l'accent sur capacité de production et substituabilité. Mais dans la vidéo que vous êtes en train de regarder, ça, c'est la première partie. Voilà, c'est la partie capacité de production. L'élément substituabilité, c'est plutôt la semaine prochaine qu'il va sortir, le mercredi. Voilà, le mercredi, vous aurez la vidéo sur substituabilité. Mais ici, on va plutôt mettre l'accent sur capacité de production. Après ça, on a ce qu'on appelle aussi les coûts marginaux. Quand tu étudies ça, tu es en train de faire de la micro. Il y a ce qu'on appelle aussi les choix des producteurs, etc. Et donc, comme j'ai dit dans cette vidéo, on va parler de coûts de production, voilà, coût de production ici, et de substituabilité entre produits. Mais dans celle-ci, on va plutôt mettre l'accent sur la capacité de production. Dans la vidéo qui va suivre, dans notre série sur les commodités, on va parler plutôt de substituabilité. Alors, capacité de production. À quoi est-ce qu'on veut en venir lorsqu'on parle de capacité de production?
Alors, capacité de production, c'est quoi? C'est le volume maximal qu'un pays ou une entreprise peut produire à court terme. C'est aussi simple que ça, c'est tout. C'est intuitif, c'est assez clair. C'est-à-dire que tu prends une entreprise, tu regardes son arsenal pour essayer de voir combien est-ce qu'elle peut produire, vous voyez? Et donc, c'est ce qui est marqué ici. La capacité de production, c'est le volume maximal qu'un pays ou une entreprise peut produire à court terme. Voilà. Mais ici, on parle plus de production. C'est-à-dire que quand tu regardes l'arsenal d'une entreprise, par exemple, on va prendre une plateforme pétrolière offshore, c'est-à-dire ce sont les plateformes qui sont plutôt sur les mers. Quand on parle de offshore, on parle de mer, hein, voilà, il y a onshore et offshore. Et donc, on va regarder au niveau de son arsenal, quelle est la capacité maximale, voilà, qu'elle peut produire. Vous voyez, là, j'ai pris l'exemple d'entreprise. On peut prendre aussi l'exemple d'un pays, vous voyez, par exemple l'Arabie Saoudite, l'Iran, etc. Et donc, au-delà d'un certain seuil, par exemple 85% d'utilisation, on entre dans une zone critique. Pourquoi est-ce qu'on parle de 85%? En fait, c'est un niveau assez marquant, c'est un niveau qu'on a remarqué au fil des années, au fil des décennies, assez important, voilà, assez important dans tout ce qu'on appelle économie industrielle. C'est-à-dire que quand on va voir qu'une industrie arrive à entre 80 et 85% de sa capacité, par exemple de production ou de stockage, ça devient difficile pour elle après d'augmenter sa production si la demande augmente, vous voyez? Ça va être difficile d'augmenter l'offre en face alors que la demande est en train d'augmenter et donc à partir de ce moment-là, vous allez voir que les prix ont commencé à flamber, vous voyez? Et donc en économie industrielle, ce seuil-là, c'est quelque chose de marquant, hein. C'est quelque chose à retenir, voilà. Au-delà d'un certain seuil, on entre dans une zone critique, 85%. Et donc, ici, j'ai pris des exemples. Par exemple, pour une mine d'or, c'est le nombre de tonnes qu'elle peut extraire par an. Alors, tu prends une mine d'or, tu regardes combien de tonnes elle peut extraire par an. Ça, c'est la capacité de production de cette mine-là, vous voyez. Par exemple, pour un champ pétrolier, c'est le nombre de barils par jour qu'il peut pomper. Voilà, par exemple. Et pour une raffinerie, c'est la capacité de traitement de pétrole qu'elle peut raffiner par jour, par exemple 300 000 barils par jour, vous voyez? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la capacité de production. Ici, j'ai pris différents exemples dans différents contextes. Donc pourquoi est-ce que c'est important pour nous qui faisons, de l'analyse fondamentale sur, les matières premières? C'est important parce que si la demande mondiale explose soudainement, l'offre ne peut pas suivre immédiatement. Parce que comme vous le savez, hein, si tu installes une plateforme pétrolière en mer, c'est pas du jour au lendemain que tu peux, augmenter tes capacités de production. Vous voyez, ça ne se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Pareil pour une industrie, pour augmenter les capacités de production, ça prend du temps, vous voyez? Donc si tu as une demande mondiale qui explose soudainement, ça peut être compliqué pour l'offre de suivre par derrière, vous voyez? Donc les producteurs atteignent leurs limites physiques, les prix vont s'envoler. Voilà, aussi simple que ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime, le marché des matières premières parce que c'est très intuitif, voilà. Et donc cela va créer des situations de tension sur le marché. Ici, j'ai mis un graphique. Ce graphique-là, qu'est-ce qu'il montre? Alors ici, il va montrer l'effet de la saturation des capacités sur le prix. Voilà, ici, c'est le taux d'utilisation des capacités. Vous voyez qu'au-delà de 85%, vraiment, les prix montent en flèche, hein, vous voyez. Avant ça, ça monte doucement, doucement, doucement. Mais quand une entreprise, un entrepôt ou un pays atteint sa capacité, vous voyez, de production, voilà, environ 85%, les prix vont commencer à monter en flèche si la demande en face augmente. Parce qu'ils vont pas pouvoir faire face à ça dans l'immédiat, à court terme. Et donc, il y a trois cas qui se présentent à nous. Voilà, quand on parle de capacité de production, il y a ce qu'on appelle capacité excédentaire. Dans le cas capacité excédentaire, il reste de la marge de production. Voilà, c'est-à-dire que l'usine ou le pays sont peut-être à 60% de capacité de production. Et donc, dans ce cas-là, les producteurs peuvent augmenter l'offre si la demande monte. Voilà, là, il n'y a pas de problème. Donc, les prix vont rester stables ou ils vont baisser. Voilà, l'offre va suivre facilement si la demande augmente. Le deuxième cas, c'est quoi? C'est capacité de production proche de 100%. Dans ce cas, les producteurs tournent déjà à plein régime. Voilà, on ne peut plus augmenter. C'est-à-dire que même si la demande augmente en face, on ne peut pas parce que nos capacités sont à 100%. Donc, c'est impossible d'augmenter l'offre rapidement. Les prix montent fortement au moindre choc de la demande. Quand on parle de choc de la demande, c'est que d'un seul coup, l'offre augmente. Voilà. D'un seul coup, l'offre augmente. Par exemple, si au même moment, tu as la Chine qui commence à vraiment relancer tout ce qui est industrie, etc., bah, on peut avoir un choc de la demande au niveau du cuivre. Donc, si tu as les entreprises ou les pays qui produisent du cuivre, ils sont déjà à 100% de capacité de production, c'est problématique, les prix vont monter en flèche. Et ensuite, tu as le troisième cas. Le troisième cas, c'est quoi? C'est que la capacité est réduite ou elle est perturbée. Ça peut être un accident, une grève ou un embargo qui va réduire temporairement l'offre. Voilà. Et donc, les prix aussi peuvent exploser à cause de la rareté. Dans ce cas, il peut y avoir, par exemple, un accident sur une plateforme, voilà, ou un accident dans une mine.
voilà, le cuivre par exemple. Et donc automatiquement, c'est logique qu'on ne peut plus produire comme avant. Si avant on produisait 20, bah, avec l'accident là, vous allez voir que soit ça sera totalement à l'arrêt, où la production va baisser aussi simple que ça et donc les prix vont s'envoler. Et donc maintenant, on va faire des exemples. Je vais vous montrer 2 exemples. Le premier exemple, ça sera dans le cas capacité accidentelle. Le deuxième exemple, dans le cas capacité réduite ou perturbée, des exemples concrets. Et donc le premier exemple, c'est quoi? Capacité accidentelle, exemple du cuivre. Et donc, concernant le cuivre, la première chose à savoir, c'est que c'est le Chili qui est le leader mondial du cuivre. Voilà, c'est le Chili, incontestable. En 2019, le Chili a produit entre 5,2 et 5,8 millions de tonnes de cuivre par an. Voilà, c'est à peu près 30% de la production mondiale. Et donc, le Chili, c'est le producteur incontestable de cuivre. Et donc, ils ont par exemple Codelco, voilà, c'est l'entreprise publique chilienne numéro un, hein, mondiale dans l'extraction de cuivre. Par exemple, ici, vous allez voir, ça c'est un rapport de Codelco, vous avez ça sur le site, hein. Par exemple, ici en 2019-2020, la production totale du Codelco, c'était 1706 tonnes de cuivre. Ça représente environ 8% de la production mondiale. Pareil, vous voyez qu'en 2020, ça a augmenté 1721, etc., etc. Et donc ça, c'est une seule entreprise, hein, leader mondial public de l'extraction de cuivre. C'est au Chili. Ils ont aussi Escondida. Escondida, c'est la plus grande mine de cuivre du monde, située dans le nord du Chili. Elle est majoritairement détenue par les Australiens, par des Australiens. Ici, sur le site, voilà, c'est le site, il y a une photo derrière de la mine, hein, c'est gigantesque. Ils ont aussi Collahuasi, voilà, c'est une autre grande mine de cuivre au Chili. Et donc, globalement, le Chili, c'est le premier producteur mondial au monde. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en 2020, la capacité mondiale de production de cuivre était d'environ 24 millions de tonnes, avec un taux moyen d'utilisation de 85%. C'est-à-dire que dans le monde, voilà, les capacités de production et tout tournaient autour de 85%, peu importe la provenance. Et donc, au Chili, les mines comme Escondida, voilà, eux, ils produisent 1,4 million par an de tonnes. Ça, c'est leur capacité. Courvoisier, c'est plutôt 0,56 millions de tonnes par an. Ça, c'est leur capacité, disposer de capacités non saturées. Et donc, cela signifie qu'en 2010-2020, le Chili disposait d'une masse significative pour augmenter sa production sans investissement immédiat. Quand on dit sans investissement immédiat, ça veut dire que tu vas investir pour augmenter ta capacité de production. Vous voyez? Et donc, ils avaient une marge quand même, voilà. C'est-à-dire qu'ils avaient une marge quand même qui n'était pas utilisée dans tout ce qui est production de cuivre. Et donc, lorsque la demande mondiale a légèrement augmenté, le Chili a pu augmenter la production sans tension majeure sur les prix. Voilà. Et donc, je rappelle que c'est en 2019-2020, hein, la demande a augmenté. Je rappelle qu'on était environ à 85% mondialement, voilà. Mais la demande a légèrement augmenté. C'est léger. Mais il y avait encore de la marge au Chili, au niveau des différents producteurs et des différentes mines. Et donc, ils ont pu produire sans tension. Alors, donc, les prix sont restés stables. Résultat, les prix du cuivre sont restés modérés en 2019 et 2020 malgré une croissance de la demande. La capacité excédentaire a donc absorbé les variations de demande et stabilisé le marché. Et donc là, je vais vous montrer. Et donc, les datas, les données que je viens de donner dans le polycopier sont dans le polycopier de l'International Corporate Study Group. Voilà. Ces chiffres-là viennent de ce polycopier-là. Vous pouvez jeter un œil à ça sur les sites internet. Mais là, je vais vous montrer le cuivre en 2019-2020. Vous allez voir que c'était assez stable. Voilà, là, c'est le cuivre en 2019-2020. Vous voyez que bon, c'était assez stable quand même. Vous voyez, si on regarde à l'échelle globale, hein, en 2019-2020, le prix était assez stable quand même. Voilà. Pourquoi? C'est par rapport à l'exemple que je viens de vous expliquer. Donc maintenant, on va passer au deuxième exemple, capacité réduite ou perturbée. On va prendre l'exemple du gaz naturel liquéfié ou le GNL. Alors, déjà, il faut savoir que les États-Unis, c'est le principal exportateur de GNL. Voilà, c'est le principal au monde. Alors qu'en 2022, en juin 2022 précisément, il y a eu une explosion dans un terminal de gaz naturel liquéfié de Freeport LNG. Freeport LNG, c'est le principal exportateur de gaz liquéfié, voilà, des États-Unis. Et donc, il y a eu une explosion, voici les photos. Il y a une explosion dans un terminal, voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que cette explosion a forcé l'arrêt temporaire de 15 à 20 de la capacité d'exportation de GNL des États-Unis. Vous voyez? Et donc, comme résultat à ça, c'est quoi? C'est qu'il y a une forte réduction de l'offre mondiale disponible de GNL, surtout pour l'Europe. Elle est dépendante du GNL américain, voilà, surtout pour l'Europe. Et donc, les prix du gaz européen, TTF, vous allez voir ça tout à l'heure, a explosé de plus de 60% en quelques jours dû à l'effet rareté. Vous voyez? Ce qui est normal. C'est ce qui est marqué ici. L'exemple, c'était quoi? Capacité réduite ou perturbée. Là, la capacité était perturbée. Vous voyez? La perturbation est venue de quoi? De l'explosion. L'explosion a fait quoi? A réduit les capacités. Voilà. Et donc, d'environ 15 à 20
de l'exploitation des États-Unis. Donc, résultat, les prix du gaz européen ont explosé. Je vais vous montrer ça ici. Voilà, en juin, c'était précisément le 8 juin. Voilà, vous allez voir ici. Le 8 juin, à partir du 8 juin, voilà, j'ai marqué ça 8 juin, paf, on est parti à la hausse comme ça. Ça, c'est extraordinaire, hein. À partir du 8 juin, paf, le gaz naturel a explosé. Ça a aussi eu un impact sur le gaz naturel brut, hein. Ça, c'est plutôt le gaz naturel liquéfié, celui que je viens de vous montrer. Le liquéfié, c'est quoi? C'est qu'il était transformé, hein, il était transformé. On prend le brut et on le liquéfie. Vous voyez, donc il était transformé. Le gaz naturel simple, c'est lui qu'on pompe le liquéfié. Vous voyez. Donc il y a eu explosion au niveau une plateforme, d'exportation du gaz liquéfié. Donc ça veut dire qu'il y a plus de gaz naturel simple disponible, vous voyez? Donc lui, le prix va plutôt baisser, c'est l'inverse, vous voyez? Donc vous allez voir qu'ici à partir du 8 juin 2022, 8 juin, bah, le prix ici a chuté, aussi simple que ça. Parce qu'il y a plus de gaz naturel simple disponible. Le liquéfié, lui, va monter, le prix va monter parce qu'il est maintenant, il se fait de plus en plus rare. Mais le brut, lui, il est disponible. Et donc, dans cette vidéo, je voulais mettre l'accent sur ce qu'on appelle les capacités de production avec deux exemples. Dans la prochaine vidéo, dans la prochaine vidéo du mercredi, on va parler de substituabilité. J'espère que c'était clair. N'hésitez pas à laisser une question en commentaire. Sur ce, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.